Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. On va dire, techniquement c'est assez compliqué, hein, voilà, que ça ne tienne, on va essayer de le faire avec les moyens de bord, en tout cas pour cette semaine. Il faut le dire, le week-end ça s'est bien passé? Le week-end ça s'est très bien passé, je me suis arrangé pour ne pas être dans les travaux pour la journée d'assainissement. Le dernier samedi du mois, c'était encore ce samedi, vous l'aurez remarqué. Encore une fois, on nous a dit de rester à la maison, mais toujours est-il que je pense que on est en train d'aller vers de mois en mois, mais on ne tire pas les leçons. À la base, on le disait, c'est une activité citoyenne. Mais aujourd'hui, je pense que plusieurs mois après, on devrait se poser, est-ce que effectivement les citoyens sont déjà concernés? Justement. Déjà, le fait de nettoyer la ville de Conakry, c'est un aspect, mais savoir si les citoyens se sentent réellement concernés par cette activité, ça c'est une autre question. Et de mois en mois, on remarquera que les citoyens guinéens sont de plus en plus loin de cette initiative. On a l'impression que chaque dernier samedi, attendez, ce sera chaque ministre, en tout cas, qui voudra bien le faire, dans son quartier, va mobiliser du monde, mais enfin, dans votre quartier, vous ne vous sentez pas concerné parce que c'est pas le chef de quartier qui mobilise. Donc, si on veut, c'est tout à fait contraire à l'idée de base qui a été donnée comme quoi c'est une action. J'ai vu cette note du ministre Moustapha Naïté qui tenait à expliquer en quoi, c'est une décision parce qu'on voulait que les citoyens... D'accord, ça, on le sait, mais monsieur le ministre, vous-même, vous constaterez sur le terrain que d'accord, vous êtes là, mais le citoyen ne se sent pas concerné par cette initiative. Donc, est-ce que c'est pas le moment de se poser la question, est-ce qu'ils sont sur le bon chemin? Parce que lui-même, il le reconnaît, c'est pas une initiative pour débarrasser Conakry des ordures. La semaine dernière encore, on en parlait dans cette émission. On est revenu longuement là-dessus. C'est pas une initiative, il le reconnaît. Pour qu'on finisse avec cette l'insalubrité, il faut une politique. D'accord, mais vous soutenez que c'est une activité pour la citoyenneté des populations. Eh bien, dites-nous... Volontariat, comme il le dit bien. Mais on ne constate pas. Quand c'est samedi, vous avez travaillé toute la semaine, vous préférez rester à la maison, vous coucher. En tout cas, s'il n'y a rien qui vous contraint, partout on voit de la mobilisation. Devant, on voit un ministre ou un directeur. Et ça, justement, c'est compliqué. Je pense qu'on devrait pouvoir se poser les bonnes questions. S'ils sont d'accord que la politique se trouve ailleurs, finalement, qu'on nous propose cette politique. Et si encore... c'est pour inviter les citoyens à mieux s'impliquer dans le développement de leur communauté, et bien que là aussi on travaille dans ce sens, parce qu'il ne s'agit pas de rester chaque dernier samedi faire un communiqué, écoutez, demain de 6h à 11h la circulation est bloquée, mais après on laisse à chacun le choix. On prend l'exemple sur le Rwanda, mais là-bas c'est obligatoire, c'est surveillé, je veux dire, c'est obligatoire dans le sens où on veille à ce que chacun puisse prendre part à l'initiative. Mais ici c'est pas le problème, partout où il y a un ministre qui se décide, c'est là-bas il y a de la mobilisation, ailleurs on n'envoie pas et on se retrouve avec un autre samedi pour faire la même chose. On ne tire pas les leçons, même pour une initiative simple. Je pense que c'est assez... On n'est pas sorti encore. On n'est pas sorti de l'auberge, évidemment. Non, bien, Moussa Mouissila, bonjour. Bonjour, Lamine. Bien, ça fait bizarre, hein. On est revenu en 2008, là, techniquement parlant, quoi. Absolument rien. Voilà, allez. Mais c'est comme ça, souvent. Allez, samedi de l'assainissement, on en parle, évidemment, ce matin. Ça te dit quoi, exactement? J'ai pris l'habitude depuis le début de cette initiative. Donc l'objectif est quand même assez important, mais dans la mise en œuvre souffre de beaucoup d'incohérences et d'incongruités, parce que vous imaginerez que tous ceux qui ont des courses, je dirais plus urgentes, les samedis, sont astreints à ne pas bouger, quelles que soient les preuves qu'ils exhibent. Les ordres sont formels, vous ne bougerez pas. Je prends l'exemple de ce monsieur qui m'a appelé à midi, le samedi, pour me dire qu'il a été empêché d'aller au chevet d'un malade qui avait urgemment besoin des médicaments que lui, il avait entre ses mains. Il fallait qu'il se rende à la clinique de professeur Cissé, juste à côté, du côté de Kiroti, pour aller donner ses médicaments au médecin, parce qu'il fallait que le malade prenne ses médecins et c'était urgent. Et il avait pris soin, sachant que c'était le jour de l'assainissement et que la circulation serait bloquée, il avait pris le soin d'avoir une autorisation médicale pour lui permettre de circuler. Malgré qu'il ait exhibé ce bout de papier, on lui a dit, monsieur, les ordres sont formels, vous ne bougerez pas, vous attendez après 11h. Moi, je trouve que si on faisait tout cela, si tant est qu'on faisait tout cela pour nettoyer la ville, pour que la ville soit propre, pour qu'elle puisse changer d'air, qu'on puisse au moins respirer de l'oxygène pur, pour remplir nos poumons, afin que nous puissions chasser Conakry de toute cette crasse qui l'enveloppe. Si ça s'était fait et qu'on agissait ainsi, j'aurais pu comprendre.
mais on empêche des citoyens qui ont des courses urgentes de vaquer donc à leurs besoins pour un assainissement spectacle. Je me dis que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que il faudrait que l'on comprenne qu'il ne s'agit pas de cette façon qu'on va réussir à débarrasser Conakry des ordures. Vous ne vous focalisez les samedis d'assainissement que sur la collecte. Vous faites absolument plus rien par rapport aux autres circuits du traitement des déchets. Vous n'en dites absolument rien. C'est pourquoi, quand vous remarquerez au lendemain de ce samedi-là, il y a les points noirs qui grossissent en volume, qui deviennent plus énormes, parce que les samedis d'assainissement servent à cela. Les regrouper et les mettre quelque part. Les camions qui viennent les chercher, peut-être vous remarquerez le balai de ces camions pendant quelques heures, mais après ça va cesser. Toute la semaine, ces ordures collectées vont pourrir là et les odeurs vont se dégager dans la nature, dans les marchés, la même chose. Moi, je pense qu'on n'a pas assez bien réfléchi sur la mise en œuvre de cette méthode. Du copier-coller, ça ne marche pas tout le temps. Du tout. Voilà, c'est bien dit. Vraiment, je rejoins Moïse, c'est du matu vu. Il y a deux photos que j'ai remarquées sur les réseaux sociaux. La première photo où on voit Mokhtar Diallo, le ministre de la Jeunesse, s'attaquer aux herbes. C'est-à-dire les herbes qui sont là tranquilles, qui ne dérangent pas. Il y a les ordures ailleurs. Et une autre photo où on voit le ministre Naïté en train de curer. Mais il n'avait même pas de protège pour se protéger des dangers. Comme pour dire qu'on veut nettoyer, mais en même temps, on se crée des soucis de santé. C'est l'incohérence là justement dont Moïse parlait. Donc finalement, ce n'est pas pour nettoyer. C'est pour quel objectif? Peut-être montrer qu'ils sont en train de travailler, mais c'est ce qu'on a toujours dénoncé. Arrêtez de montrer que vous êtes en train de travailler. Travaillez seulement. C'est aussi simple que ça. On dira que vous êtes en train de travailler. On appelle ça du politique spectacle. C'est assez compliqué. Justement. C'est la même chose chaque dernière semaine. Jacques Lewalino, bonjour. Bonjour Lamine. Bien. Ça vous procure quoi justement? Samedi de l'assainissement. Samedi de l'assainissement, je crois dès le début on avait demandé d'abord à ce que le gouvernement procède par pédagogie pour faire adhérer les citoyens. Je sais que les citoyens finalement par obligation respectent ce samedi d'assainissement parce que même si vous sortez, vous êtes obligé de rebrousser chemin, c'est une contrainte pour rester à la maison. J'ai vu aussi, parce que c'est un constat que j'ai pu faire à partir des quartiers donc de la haute banlieue où les citoyens, à l'absence même des services de sécurité, bloquent le passage à certains citoyens. Bon, on peut bien comprendre, c'est une décision du gouvernement qui voudrait que pendant cette tranche d'heure de 6h jusqu'à 11h du matin que personne ne sorte donc de chez lui. Donc il y a des petits barrages qui sont érigés, même si les policiers ne sont pas là, mais vous trouvez quand même qu'il y a des barricades donc qui vous empêchent, n'est-ce pas, d'évoluer. Je crois que de ce point de vue, on comprend qu'il y a une contrainte là derrière. Maintenant, les autres l'ont dit. Est-ce que ça permet d'assainir véritablement la ville? Je crois que non. Mais cela ne dépend pas parce que souvent on entend les gens dire est-ce que les citoyens sont prêts vraiment à adhérer finalement à toute campagne, à toute politique qui milite pour la citoyenneté, pour la salubrité publique. Je crois que les citoyens ont bien la volonté de vivre dans un environnement sain, dans un environnement qui soit agréable, mais il faut des moyens. Je crois, à chaque fois, la question la revient, il faut des moyens, parce que la politique elle-même n'est pas bien ficelée, ce n'est pas bien affiné pour comprendre est-ce que si on ramasse, il y a la possibilité de voir les camions passer après pour les dégager des lieux de regroupement, pour les déposer à un endroit en tout cas très loin de Conakry. Le problème de la décharge, donc, ça continue à se poser. Il n'y a pas encore de solution véritable pour la décharge publique de Dar es Salaam, qui aujourd'hui, à mon avis, ne répond plus. Disons, n'est plus à sa place parce que c'est au cœur de la ville. On dit les réflexions sont en train d'être menées pour qu'on trouve un coin vert du Breca. Et même à ces niveaux, on continue toujours à réfléchir. On continue à réfléchir. C'est vraiment bizarre. Et même à ces niveaux, je crois qu'on va se buter à d'autres contraintes. Parce que du Breca, c'est comme si c'était le prolongement de Conakry. Vous installez une décharge aujourd'hui là-bas, dans 5 ans, 10 ans, l'endroit sera aussi entouré par les habitations. D'où la nécessité
de penser véritablement à la question de traitement, des tri, de recyclage, mais également de traitement. Et je crois que beaucoup en ont parlé, et même certains gouvernants ont dit il nous faut aller à cela, mais on dit seulement, on n'agit pas. Pourtant, il faut commencer par ça. Je crois que les citoyens pourront adhérer véritablement, au lieu d'être dans l'obligation de rester le samedi à la maison parce que le gouvernement l'a dit. Ils pourront sortir, ramasser, et parce qu'ils ont la certitude que une semaine ou 2 semaines après, les ordures ne reviendront pas si tôt, parce que les ordures ont été éloignées des quartiers, des habitations, mais également soit ont été recyclées, ont été transformées à autre chose qui soit encore important pour eux-mêmes, les citoyens. Et ailleurs déjà, les gens vendent les déchets. Pourquoi pas arriver à ce stade-là, à ce niveau, dans notre pays? Justement, voilà. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Allez, notre invité dans ce studio, mon cher Moussa Mouissila, est l'âge Mamadou Kernova. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Lamine. Bienvenue sur Espace et dans cette émission Les Grandes Gueules. Depuis un moment, on ne vous entend pas. Où étiez-vous passé? Vous savez que je suis souvent absent du pays. Et voilà, nous sommes en train de travailler. Ça ne sert à rien de faire tout le temps de bruit. Le plus important, c'est de faire du boulot. Donc c'est pas puisque je ne gueule pas partout que je ne travaille pas. Rassurez-vous que nous travaillons. Nous gueulons partout, et chaque matin. Et c'est notre travail. Non, pas partout. On gueule ici. Et bien sinon, quel travail vous faites justement? Depuis Eh bien, nous travaillons pour le parti. Mais allez-y, nous travaillons pour le parti. Nous sommes dans une logique d'implantation depuis un certain temps et nous travaillons, améliorons notre projet de société au fil du temps et nous prenons des contacts partout. Vous savez que nous sommes à la veille des législatives. Normalement, 2019 est une année électorale et 2020 aussi, en principe, ce sera la présidentielle. On ne peut pas s'asseoir et attendre. Alors, vous travaillez à l'implantation du parti, vous l'avez dit vous-même, mais ça commence à dater. Parce que depuis que la NGC a été créée, on sait que vous êtes dans cette logique d'implantation, de voyage aussi. Mais quel bilan est-ce qu'on a fait? Non, mais là, je veux vous arrêter. Non, vous pouvez. Mais là, Moussa, vous pouvez. Tamba. Franchement, il y a des partis qui existent depuis 40-45 ans qui n'ont pas fini leur implantation. Je n'ai pas fini ma question. Pas plus tard qu'il y a un mois encore. Il va aller jusqu'au bout. Je n'ai pas fini ma question. Allez-y. Je n'ai pas fini ma question. Je n'ai pas terminé ma question. J'ai dit, vous êtes dans cette logique d'implantation. Je veux savoir où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Quel est le bilan des premières activités que vous avez réalisées? La NGC, la physionomie aujourd'hui, comment vous la présenteriez? Nouvelle génération pour le changement. Il est positif. Il est d'ailleurs très positif, contrairement au bilan de l'autre. Rassurez-vous que de l'autre. Je parle du président Condé. Ce n'est pas un secret. Vous me connaissez quand même que je porte pas des gants pour ce genre de situation. Et ça, c'est quel genre de comparaison? Non mais c'est politique. Nous sommes tous des hommes politiques et lui aujourd'hui à la tête du pays, c'est lui qui est censé d'ailleurs faire le boulot pour tout le monde. Aujourd'hui nous nous préparons pour venir justement faire mieux que ce qu'il lui est en train de faire aujourd'hui. Mais nous travaillons pour une formation politique. Mais c'est pour l'ensemble des Guinéens que nous le faisons. Voilà. Et sur ce bilan de votre... Sur ce bilan, c'est que je te dis... Un bilan chiffré, par exemple. Vous êtes à combien de membres, par exemple, aujourd'hui? Combien de représentations? Peut-être pas la totalité, mais sur les continents que nous avons, que vous visitez par ailleurs, ou même à l'intérieur du pays. Est-ce que la NGC, c'est désormais un parti nationalement implanté? Nationalement implanté, pourquoi pas? Mais on ne couvre pas encore la totalité du territoire, ça va prendre du temps. Ça ne va pas finir ni cette année ni l'année prochaine. Mais rassurez-vous que c'est en train d'aller plus vite que c'était prévu. Voilà, on va vous entendre maintenant sur la lecture. Voilà, justement. Lecture de l'actualité, entre autres. Allez-y, Jacques. Il y a eu donc plusieurs événements pendant que vous étiez en train de travailler. On a prorogé le mandat des députés. On va vous entendre là-dessus parce que nous sommes censés avoir les législatives, le rappelier tantôt cette année. Mais entre-temps, le président de la République a proroger le mandat des députés. C'est quelque chose que vous appréciez bien parce que c'est légal? Vous savez, il y a une question dans une autre. Mais en principe, l'apprentissage de la démocratie commence par le haut, en principe. C'est-à-dire que c'est là-bas on doit montrer ce qui doit être fait et c'est ceux-là qui doivent accepter de se soumettre à ce qui
est normal, à ce qui est démocratique. Oui. On prête des intentions au président Condé qui n'a jamais démenti tout ce qui a été dit par rapport à ses intentions de briguer un 3e mandat. Oui. Il ne l'a jamais démenti, en tout cas jusque ce matin. Pour l'instant, c'est des intentions. Oui. C'est un procès d'intention. Mais puisqu'il n'a pas démenti, tout porte à croire qu'il est dans cette logique. Alors, ceux-là qui passent leur temps à dénoncer, nous tous qui dénonçons cette situation, on n'est pas censé accepter un glissement de calendrier à quelque niveau que ce soit. Communal ou législatif, surtout pour les députés. Avec la complicité de vous, opposition. Non, attention, pas opposition. Attention. Cette opposition qui est à l'hémicycle. Cette opposition qui est à l'hémicycle. Oui, mais c'est ça l'opposition. Oui. Non, pas forcément. Vous avez deux oppositions. D'accord. Deux oppositions. D'accord. Oui. L'opposition parlementaire. Vous avez une opposition intra-parlementaire. L'opposition qui anime la vie politique. L'opposition qui jusque-là a animé la vie politique du pays. C'est bien cette opposition parlementaire. Un parti politique peut être de l'opposition sans être dans le Parlement. Non, ça, je le comprends. Mais l'opposition que l'on voit et que l'on connaît en Guinée, vous, par exemple, vous êtes dans un travail d'implantation, vous n'êtes pas souvent ici. Le PEDN de M. Lansana Kouyaté, vous savez où se trouve Lansana Kouyaté par ailleurs depuis plusieurs années. Ici, il y a Cellou Dalein Diallo qui se bat tous les jours. Il y a également Sidi Touré qui travaille, comme vous avez pu le voir. Tantôt il est là, mais enfin, lui, sa position n'est pas toujours assez claire. Mais ça reste une opposition présente que l'on voit. Et c'est pourquoi l'on dit, opposition, il faut quand même souffrir d'admettre que celle qui porte l'opposition au président, c'est elle qui a... Non, mais peut-être qu'il va nous situer sa position aujourd'hui. Allez-y, le savoir. Nous avons 2 ans sur le terrain politique. Et cette opposition parlementaire, ces députés dont vous parlez, sont à la 5e année, la fin de la législature. Lorsque nous sommes arrivés, ils avaient déjà 3 ans sur le terrain. Nous n'avons pas de députés. Vous êtes l'exception. Ça ne déroge pas à la règle de ce que je dis. Je veux dire que ce n'est pas à nous de décider si les députés doivent accepter cette prorogation ou pas. Ce n'est pas à nous. Par contre, on a un avis là-dessus. Et votre avis? Notre avis est simple. C'est-à-dire que les députés auraient pu rester, à mon avis, s'il n'y avait pas ce décret. Parce qu'ils auraient pu rester sans ce décret, de toute façon. Puisqu'il n'y a pas une autre assemblée pour le moment. Mais puisqu'il y a eu décret, moi, à la place des députés, le lendemain du décret, je m'en vais. Puisqu'ils sont censés être des députés du peuple de Guinée. Représentants des peuples, ils ont été élus. Ce n'est pas un décret, à mon avis, qui doit... pouvoir garder un député. Alors c'est un problème légal. Cette question est réglée parce que justement la nécessité de faire intervenir la Cour constitutionnelle qui a reconnu la constitutionnalité de la décision du président de la République, ce qui veut dire que c'est légal. Non, moi je suis d'accord avec vous là-dessus. Par contre, il y a un certain nombre de députés qui ont dit dans un passé très récent qu'ils ne reconnaissaient pas cette Cour constitutionnelle. Alors, comment peuvent-ils accepter aujourd'hui que ce soit cette même Cour qui légalise un peu leur statut? C'est même pas un certain nombre, c'est un grand nombre d'opposants. C'est de l'UFDG que l'on parle, bien sûr. Mais on parle de députés de l'UFDG. Mais un certain nombre de députés, je l'ai bien dit, ce n'est pas tous les députés. Alors, si on ne reconnaît pas le président de la Cour le président de la Cour constitutionnelle, il faut, dans ce cas, refuser. Il faut être logique dans ce qu'on fait. Alors là, il n'y a pas de logique. À mon avis, on doit plutôt exiger, et les députés, et ceux qui ne sont pas députés, toute la classe politique, toute l'opposition, doit plutôt exiger au président de la République de respecter les calendriers. C'est ça. Lorsqu'il y a élection, on doit y aller. Alors, l'opposition, bon, je pense que du côté de l'UFDG, j'ai appris qu'on va certainement siéger, mais pas à l'infini. Dans 3 mois, il va falloir que des élections législatives se tiennent, sinon, dans 3 mois, on ne pourra plus être à l'Assemblée parce qu'on ne peut pas indéfiniment être à l'Assemblée. Alors, comment vous voyez cette approche-là? Ensuite, l'autre question, c'est au niveau de la CENI. Je suis quand même un peu étonné que monsieur Kébé, je n'ai rien contre lui, ait été élu à l'unanimité. À l'unanimité. C'est pas étonnant, ça vous étonne pas? Vous savez, quelquefois, pour une CENI qui a été... Vous savez, j'ai quand même été un observateur. J'ai quelquefois un autre angle, pas forcément politique, quelquefois journalistique, mais je me suis posé la même question de comment on peut continuer à dénoncer un certain nombre de choses. Et à un moment venu, on est tous d'accord sur ce sur quoi on n'était pas d'accord hier, alors que absolument rien n'a changé. À mon avis, tout ça, c'est un faux débat. Ce qu'il faut exiger, c'est le respect du calendrier électoral.
Je sais que vous ne voulez pas vous faire une sorte de... Vous ne voulez pas tirer à boulet rouge sur l'UFDG, je vous comprends. Non, mais je sais... Mon problème n'est pas l'UFDG. Je sais une chose. Mon problème, c'est la mouvance présidentielle. Mon problème, c'est le régime sur place. Mon problème, ce n'est pas l'UFDG. L'UFDG est une partie de l'opposition. Je veux qu'on soit clair. Il n'y a pas de cohérence dans les démarches les grandes gueules de cette opposition. Il n'y a pas de cohérence. Vous avez quand même vu cette opposition dénoncer le mécanisme de fonctionnement de la CENI. D'ailleurs, Kébé en a fait les frais, puisqu'il a été cloué au pilori par cette opposition, dénoncé sur tous les plans. Mais soudainement, les grandes gueules. Je ne comprends pas. Ouais, mais je vous dis une chose, personne ne me dira le contraire. Un deal a été passé et le deal existe. Sinon, c'est pas possible. Je ne peux pas dire le contraire. Moi, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas eu de deal. Mais je n'ai pas non plus de preuve qu'il y a un deal. Ce que je dis, c'est qu'il y a un dysfonctionnement. Il y a une incohérence dans tout ça. Et c'est pour ça que je dis que c'est un faux débat. L'essentiel aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'exiger des élections. C'est pas dire dans 3 mois, s'il n'y a pas ça, on va faire ceci. Non, le mandat est terminé, il est terminé. Puisqu'on ne va pas accepter, par exemple, un glissement de calendrier en 2020. Mais si on donne l'occasion... Et si on doit refuser un glissement de calendrier en 2020, il faut maintenant refuser ce glissement de calendrier pour les députés. Non, il faut qu'on soit logique. Qui peut refuser le glissement? Qui peut refuser le glissement de calendrier? Qui peut refuser que Coran puisse avoir son glissement de mandat alors qu'ils ont accepté qu'eux ils soient glissés également à l'Assemblée nationale? Je vous glisse, vous me glissez. C'est justement là le problème. Alors justement, mais c'est ça que je dis. Alors aujourd'hui, l'opposition s'inscrit dans une logique d'attendre les 3 mois, comme le disait tout à l'heure Moïse. Non, pas l'opposition. Les députés. Non, mais écoutez, non, Lamine, ça c'est les députés. Non, attention, l'IFDG ne parle pas au nom de l'opposition. Elle n'est pas porte-parole de l'opposition. Vous êtes de quelle opposition alors? Ah oui? Vous êtes de quelle opposition? Nous sommes de cette opposition plurielle. Il faut être pluriel. Mais il faut qu'on s'écoute là. Allez. Nous sommes de cette opposition plurielle. Oui. L'opposition ne se résume pas à l'opposition républicaine. Justement. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un certain nombre d'opposants ne sont pas dans cette organisation. Évidemment. Il y en a d'ailleurs qui font des va-et-vient, qui sont là-dedans tantôt, qui n'y sont pas, et un moment qui reviennent. Mais c'est Dieu qui les guide. Pour votre information, comme tu l'as dit, c'est Dieu qui les guide. Il prie Dieu pour que non, mais par contre, par contre, ce qui est sûr, c'est que, encore, je veux que ce soit clair pour Moussa, l'IFDG n'est pas porte-parole de l'opposition. Nous sommes de cette opposition plurielle, nous nous opposons à tout ce qui n'est pas normal. Alors, et qui fait le président Condé et son régime. Question simple, êtes-vous plus proche de l'UFDG ou de Sidia Touré, entre autres? Non, mais je ne sais pas d'où vous sortez cette histoire de l'IFDG ou de Sidia. Non, on veut comprendre justement. Mais justement, de proximité, entre autres. Non, mais je me demande pourquoi. Pourquoi je pose la question? Parce que Sidia, il est en phase de créer une coalition avec Lansana Kouyaté, entre autres. Non, vous savez. Si on vous demandait de venir, de les rejoindre, vous partez ou pas? Non, vous savez. Oui. Je vais finir par répondre à oui ou à non si vous voulez. Oui. Mais je voulais dire quelque chose avant. Sidia Touré, il était quand même haut représentant, chef de l'État. À mon avis, ce n'est pas une fonction que Sidia devait accepter. Mais il a quand même, à mon avis, le mérite de vouloir changer la situation de l'intérieur. Même si, hélas, il n'a pas pu le faire. Et on sait que ce n'est pas possible, de toute façon. Alors, est-ce que je suis proche de l'IFDG? Est-ce que je suis obligé d'être proche soit de l'IFDG ou de Sidia? Là n'est pas la question. Par contre, moi, rien n'est fermé. Pour nous, et je l'ai toujours dit, la seule chose qui est fermée, c'est qu'on n'ira pas à la mouvance présidentielle. Ça, au moins, c'est clair. Donc, ça, fermé. Demain, Sidia Touré. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut bien discuter, nous sommes ouverts. Voilà. Vous tenez vraiment à préciser les choses quant à la place ou bien l'opposition, comment elle pourrait être représentée aujourd'hui en Guinée. Mais justement, quand on prend la nouvelle CENI, il n'y a que l'UFDG, le PADN, l'UFR et autres. Quelle est votre lecture sur cette nouvelle CENI? Comment est-ce que vous observez la restructuration qui est faite? De quel œil vous observez tout ceci? Vous savez, il n'y a absolument rien de nouveau dans cette CENI. C'est-à-dire qu'avoir 2 ou 3 représentants, ça ne sert absolument à rien. Ceux qui y vont, ils y tirent profit pour eux-mêmes. Il y a des véhicules, même récemment, il y a eu des problèmes de véhicules entre un certain nombre de commissaires. Ils ont beaucoup d'avantages. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour leur parti politique? Absolument rien. Ce qui est mieux pour ce pays. En tenant compte du fait qu'ils n'y vont pas pour faire quelque chose pour leur parti politique. Non, mais ils peuvent rien faire, même si au départ, dans l'idée ou dans la forme, c'est cela. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour leur parti politique? Absolument, on l'a vu. Ils étaient toujours là-bas depuis 2010. À quoi ça a servi? Aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est plus d'une CENI technique
que d'une CENI politique. Allez-y, Jacques Lewa. En clair, c'est... Allez-y, Jacques Lewa. On va plutôt exiger la tenue des élections maintenant parce que vous êtes contre le glissement de calendrier. Mais désormais, on est obligé d'aller, n'est-ce pas, avec cette CENI à laquelle vous n'avez certainement pas confiance. Vous allez quand même exiger qu'on aille à ces élections et, auxquelles vous allez participer avec cette CENI. Pourquoi pas? Alors, avec quelle CENI voulez-vous qu'on parte? On fait avec ce qu'on a. Mais ce que je vous dis, parce que même la Cour constitutionnelle, c'est ce qu'on a. Oui. Et vous reprochiez à l'opposition d'avoir accepté d'y prêter serment. Non, là, je ne reproche pas à l'opposition. Mais à ceux-là qui ont dit qu'ils ne reconnaissaient pas le président de la Cour constitutionnelle. Ces opposants-là. Un certain nombre de députés. Mais de l'opposition. Oui, d'accord. C'est quand même l'opposition. Voilà, c'est de cela que l'on parle. Oui, et donc, non, désolé. Non. Si chez eux, vous avez... Peut-être que le débat a un... Non, mais justement, pas moi. C'est ce qu'on vous reproche. Elle n'est pas de moi. Elle est aussi député-là. Elle sera aussi de vous tout de suite. Lorsque vous acceptez d'aller à ces élections avec une CENI à laquelle vous n'avez aucunement pas confiance. Écoutez, aujourd'hui, le plus important, c'est quoi? C'est d'aller aux élections. Ça, je vais vous dire une chose. Le pouvoir en place n'a pas envie d'aller aux élections. C'est clair et net. Pourquoi? Pour cette intention qu'on prête au président Condé de vouloir glisser le calendrier. Donc c'est simple. On cherche. Il y a des gens aujourd'hui qui sont devenus des complices, peut-être sans le vouloir. Tous ceux-là qui vont accepter d'aller siéger. Et donc de ce glissement de calendrier, ils sont de facto indirectement complices d'un éventuel glissement de calendrier. Si la cohérence, elle est là, elle est claire, elle est nette. Par contre, je ne suis pas dans ce studio pour dire peut-être ce que vous voulez entendre. Mais je disais donc les élections finalement, pourquoi Thierno Amadou? Pourquoi vous exigez des élections finalement? Si au départ on sait... Thierno Amadou, Jacques Lewa. Absolument. Voilà, et les élections, la démocratie, c'est d'abord les élections. Et puisqu'il y a une date pour les élections, pourquoi on va refuser d'aller aux élections sous prétexte qu'il y a un glissement de calendrier qui fait plaisir à certains et qui vont continuer à tirer profit de leur statut de député? Je crois que je vais repréciser la question de Jacques. Pourquoi? On comprend qu'en démocratie, il faut des élections, c'est tout à fait normal. Certains disent même que c'est le poumon de la démocratie. Mais Jacques dit, par rapport à cette question-là, pourquoi aller à des élections dont on connaît d'avance l'issue? Et une issue qui ne vous sera certainement pas favorable si vous ne faites pas confiance à cette CENI. On le saura lorsqu'on ira aux élections si l'issue sera favorable ou pas. Il faut aller aux élections en prenant un certain nombre de mesures. Ok. Et on ne peut pas dire, puisqu'aujourd'hui ces gens sont à la CENI où ils veulent rester encore à l'Assemblée nationale, qu'on n'ira pas aux élections. Nous exigeons qu'on aille aux élections. Il faut le respect du calendrier électoral. En 2010, en 2013, en 2015, vous avez pris de bonnes mesures, c'est ce que vous nous avez dit. Vous avez dit cette fois-ci, on ne se laissera pas faire, mais vous vous êtes laissé traîner dans la boue. 2018 aussi. Désolé, 2010, 2013, 2015. Je parle d'opposition en général. Je parle d'opposition en général. Donc je ne peux pas répondre là en tant que politique de ce qui s'est passé en 2015 ou en 2010. Mais si tu me demandais en tant que journaliste ce qui s'est passé, je peux te donner des détails qui vont te donner des vertiges. Alors là, je ne parle pas de ça. Alors aujourd'hui, la situation est qu'on doit exiger d'aller aux élections. Là, moi j'insiste là-dessus. En fait, c'est cela. C'est 5 ans. 5 ans est terminé. Il n'y a plus normalement de députés. On doit y aller. Bien. Si ils veulent rester encore, on verra la suite. Mamadou Kernoba, notre invité ce matin chez les GG. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Savoir et comprendre l'actualité, ça se passe sur Radio Espace. Mon cher Obi, on a écouté, hein? Absolument. Et là, chez Loudalin Diallo. Oui, on l'a écouté, là, chez Loudalin Diallo. Je pense que aujourd'hui l'opposition est sur ses gardes. Au début, la communication était que... Mais c'est comme si tout le monde était préparé, en fait. Là, justement. C'est le fait qu'on est en train de remarquer en ce moment. Je pense que... J'en parle avec Titi ce matin, bizarrement. L'acte au niveau du Parlement, c'est un acte majeur annonciateur de ces grandes gueules. Parce que, ma foi, moi, de mon avis personnel, aujourd'hui, si le pouvoir en place, c'est-à-dire le président Alpha Condé et son gouvernement, se lançait dans l'organisation à date d'une élection législative, ils ne sont pas sûrs d'avoir la majorité au Parlement. Et ne pas avoir la majorité au Parlement serait un véritable problème au cas où, 2 ans après, on demanderait une quelconque modification de la Constitution. Voyez-vous? Donc, le président de la République s'accroche à ce Parlement-là
Ce Parlement qui lui octroie une certaine majorité confortable, certes une certaine majorité confortable, je ne sais pas maintenant par quelle magie ou par quelle stratégie il va vouloir proroger leur mandat. Il n'a pas de majorité confortable à l'Assemblée. Non, mais il a la majorité. Non. Si. Par quel pouvoir il va vouloir prolonger le mandat des députés jusqu'à au moment où ils vont devoir demander un référendum ou je ne sais pas se lancer dans un objectif de promotion du troisième mandat avec un Parlement qui ne sera pas acquis à leur cause, ce sera très difficile. Je pense que la stratégie, elle est toute faite, elle est toute là. Le président de la République garde les institutions telles qu'elles sont avec leurs faiblesses. Elle veut partir avec ces institutions-là pour pouvoir demander l'avis du peuple ou consulter le peuple en cas de modification de la Constitution. Et donc l'opposition voit bien cette démarche. Il Absolument. n'y aura pas de troisième mandat. Non mais il faut arrêter. C'est ce qu'on souhaite. Voilà. C'est ce qu'on souhaite qu'il n'y ait pas. Mais l'allure à laquelle nous allons, il est tout comme dit ou tout comme fait que le pouvoir en place va dans cette direction. En tout cas, pour le moment, rien ne me dit le contraire. Le battage médiatique par personne interposée, les actions de grandeur nature auxquelles nous assistons, les annonces, etc., même parfois dans le discours même du président de la République, vous y sentez les prémices de vouloir le dire, mais je pense qu'il choisit simplement, ou il attend simplement le moment propice. C'est lui qui sait quel moment pour le dire. Allez-y. Alors, à écouter le chef de file de l'opposition, il y a deux scénarios qui se dessinent. D'abord, il y a le scénario, exemple congolais, c'est-à-dire on prolonge, on fait tout pour qu'il n'y ait pas des élections et en attendant, le président, il continue à être à la tête du pays et naturellement, il en est le président. Pour une raison ou une autre, ça peut être technique, financière ou autre. En tout cas, on ne va pas vers les élections. Donc, on dépasse 2020. Donc, ça, c'est quelque chose que Cellou Dalein, il conçoit. Maintenant, qu'il note. Ouais. Maintenant, pour l'autre scénario, c'est la Constitution. Et c'est là que j'ai suivi un chef de file de l'opposition qui, depuis un moment, n'a pas fait ça. C'est-à-dire qui appelle à l'union. Il cite l'UFR, il cite le PADN, il ne le dit pas c'est-à-dire, c'est pas comme comment ça s'appelle ce groupe qui s'est formé avec le PADN et les autres, il ne le fait pas. Mais là, la coalition, mais dans cet extrait-là, il dit clairement qu'à un moment, lorsque le président voudra changer la Constitution, il faudra qu'il puisse trouver des Guinéens. Et c'est là qu'il parle de mobilisation, il va jusqu'à citer les autres ténors. C'est encore, je pense qu'on peut voir derrière cette lecture une reconnaissance de l'incapacité de l'UFDG à elle seule de contrer de telles velléités. Donc pour faire face, il faudra une certaine mobilisation. C'est ce qu'il est en train de dire. Mais l'opposition ne se résume pas, parce que moi j'ai écouté un peu l'intégralité de l'interview, l'opposition ne se résume pas seulement qu'à l'UFDG. Non, voilà. C'est ce que je pense qu'à un moment donné, c'est le peuple qui va répondre. C'est aussi il a parlé du peuple, il a parlé de ses leaders qui pourraient être devant le peuple, il a parlé de l'UFR, du PADN et de certaines formations. Cette mobilisation, c'est en tout cas ce qu'il appelle maintenant, cette question de Tamba qui dit à Nord, elle est très importante. Quel peuple? Parce que moi souvent, ma peur ça a été de ce côté, parce qu'on a une population quand même, parce que c'est ça le paradoxe que je ne comprends pas. Déjà, il y a le principe de l'alternance. Quand on sait qu'une seule personne n'est pas le meilleur, il y a forcément d'autres qui peuvent venir, d'où l'alternance. Quand vous quittez, il y a d'autres qui viendront, qui feront mieux. Vous trouverez d'autres choses à faire pour la nation. Maintenant, lorsqu'au niveau même de la population, on retrouve cette division, pas parce que le président il est bon, mais seulement parce qu'il est notre parent. C'est inquiétant. C'est inquiétant parce qu'avec de telles analyses, mais on n'ira nulle part. Parce que même si vous sortez pour de meilleures conditions de vie, c'est celui-là qui peine à manger qui dira non, ne le changez pas, même s'il ne mange pas. C'est vrai. Et ça, c'est compliqué. Et c'est ce qui est en train de se dessiner. Donc, pour des considérations ethniques et autres, on est en train de faire blocus. Donc, cette population-là, je ne pense pas qu'il faudra compter sur elle, sauf miracle, et nous espérons. Mais avec ce qui se dessine, je n'y crois pas trop. Voilà. Allez-y, mon cher Moussa. Je suis sûr que si on demandait à son homme, au général Conté, est-ce qu'il a vu venir les manifestations de 2007, il dira non. Il vous aurait dit non. C'est ce que je dis à Titi aujourd'hui. Vous ne savez pas qui est ce peuple. Les grandes gueules. D'où peut venir le déclic. Donc je pense qu'il ne faut pas très vite sacrifier les gens. Ensuite, le glissement de calendrier. Ce peuple a beaucoup changé. Non, ce peuple a beaucoup changé entre temps. Beaucoup d'analyses ont changé. Il y a des analyses qui ont changé. Un tel niveau d'exacerbation. Non, je suis désolé. Il y a des analyses qui ont changé. Il y a la façon d'analyser qui a changé. Mais vous ne connaissez pas.
vous ne pouvez pas juger à l'absolu. 2010, vous ne pouvez pas juger Guinée, après 2010, sincèrement. Il est totalement différent. Je vous dis il y a des ardeurs, il y a des forces que vous sous-estimez, que vous ne savez, qui sont insoupçonnables d'ailleurs. Justement. Insoupçonnables. Les grandes gueules. Il faut pas très vite sacrifier les gens. Ensuite, le glissement de calendrier est déjà là. Il faut ouvrir les yeux. Nous sommes pas... En 2020, il n'y aura pas d'élection présidentielle. C'est mon point de vue. Parce que tout est déjà clair. Vous n'avez pas d'abord une assemblée renouvelée. Les législatives ne sont même pas programmées. On a reçu un ancien commissaire de la CENI dans ce studio. Il nous a dit, même pas, après 6 mois, c'est pas possible. Vous voulez qu'on organise quelle élection présidentielle en 2020? Il n'y aura pas d'élection présidentielle en 2020. C'est la stratégie de l'opposition, justement. Parce qu'on voit une faiblesse quand même. Il y a pas de capacité. Vous savez, c'est quoi? C'est que chacun puisse sortir de ces petits calculs liés aux avantages. Et qu'ensemble, ils puissent comprendre qu'il y a urgence à aller ensemble. Aller ensemble pour faire quoi? Pour exiger que la priorité, ce n'est pas que au Mali, il y a eu une prorogation du mandat des députés, il y a eu une prorogation du mandat des députés, mais en même temps, ces pays n'ont pas peut-être un président posant des actes qui amènent à penser qu'il souhaite rester au pouvoir. C'est différent à ce niveau-là. Donc, ils doivent se donner la main, mettre de côté les divergences qu'ils ont et ne pas considérer les avantages liés à la prorogation du mandat des députés et partir ensemble pour exiger que les élections se tiennent. Moi, par exemple, si je devais choisir, je n'aurais pas accepté que mes députés siègent. Et je ne parle pas que de l'UFDG, je parle de tous les partis qui ne sont pas de la mouvance présidentielle. Je n'aurais pas accepté que mes députés siègent. J'aurais par contre accepté que j'ai des commissaires. Pourquoi? Parce que c'est l'organe qui va organiser les élections. Et là, j'aurais mis la pression pour que un calendrier électoral, un chronogramme soit défini le plus vite que possible afin que les législatives se tiennent. Si on ne le fait pas ça, je pense qu'on ne pourra pas, on n'ira nulle part. Vous parlez de 2020, mais je vous dis, la mine, à cette allure, avec une opposition qui aura des députés qui vont siéger, qui vont attendre 3 mois après pour voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que cette CENI va agir? Je vous dis qu'en 2020, nous n'aurons pas de présidentielle. Allez-y, mon cher Tamba Zakari. Alors, vous dites, il a touché à la plaie. Moi, j'ai envie de dire, mais quelle plaie? Ça, c'est une plaie qui existe depuis le départ. C'est un vieux ulcère qui est devenu un cancer. En fait, il y a des gens, voyez un peu le type de leader politique que nous avons. Quand c'est Loudalès qui est président de la République, vous pouvez y croire. Mais quand mon cousin Jean-Marc Tiliano vous dit je veux être président de la République, vous y croyez? Vous y croyez? Non, permets-moi s'il te plaît. Tu auras le temps d'intervenir tout à l'heure. La Banque centrale va disparaître. Alors, moi je vais vous dire très sincèrement, la question des intérêts, des bénéfices, des avantages dont parlait Moussa Moïse, ça a toujours été l'objectif. Ça a toujours été l'objectif. Ce n'est pas une question de comment on va améliorer la gouvernance, comment on va faire pour que l'alternance soit possible. Dis donc, comment on va faire pour que chacun gagne pour lui. Le pays là, c'est pour nous, c'est pour nos arrière-grands-parents. Il faut qu'on en profite, c'est notre héritage. C'est ça la philosophie. Et donc, on est entré dedans. Sinon, comment comprenez-vous que des députés aussi lucides que certains de l'UFDG acceptent quand même de se plier à cette volonté du président de la République de proroger leur mandat lorsque plane sur notre tête la menace d'un 3e mandat. Parce que c'est une menace. Si on peut en voir l'enjeu, pourquoi ils ne pourraient pas le voir? Ils le voient. D'ailleurs, tous les autres leaders politiques leur ont dit c'est une erreur. Les autres leur ont dit. Et il y a même, pour leur donner une leçon beaucoup plus claire, Damaro, qui est de la mouvance présidentielle, a lâché sur nos antennes ce qu'il fallait lâcher. Il l'a clairement dit. Il dit, moi, au-delà de cela, je renonce à tous mes avantages. Pour vous dire que ce n'est pas très politiquement correct, moralement acceptable. Mais on est allé, on a laissé tomber. Et Moussa lui dit, le glissement, il est déjà là. Si c'était une pâte de gombo, ils sont même couchés déjà dedans. Ils sont pas les pieds, c'est petit. Ils sont en train de glisser de tout leur corps dedans. La présidentielle va arriver. Lorsque la présidentielle va arriver, c'est simple. Le cycle électoral est connu. Il faut d'abord terminer ces élections législatives avant d'aller aux élections présidentielles. Ils vont dire, bon, on va coupler les élections. Non. Le pouvoir va dire non, on ne peut pas.
on va vous dire qu'on n'a pas tous ces moyens. Oui. C'est ce qu'on va vous dire. La CENI va dire, bon, nous on est prêts. Tout ce qu'on attend, c'est le financement. Non, mais justement, mais qui finance? Si le pouvoir vous dit, comme il l'a fait pour les élections locales, non, nous-mêmes, on va financer nos élections. Les grandes gueules. On dit aux partenaires, sortez pour vous dedans. C'est nous-mêmes qui allons financer nos élections. Et puis, on y va. Hein? Et puis, on y est. On y est. Non, non. C'est pas... En fait, ça fait tellement mal qu'il faut en rire pour rester en paix. Et donc, et puis, la question du peuple s'est soulevée. Oui. Je vais vous dire, il y a certains de nos parents, vous avez vu ce qu'ils nous ont fait? Les élections locales, vous avez vu le taux d'abstention? Les questions politiques ne nous intéressent plus. Les Guinéens sont en train de se retirer de ceux qui doivent définir leur destin. On sait que c'est notre avenir, mais on s'en fout. Pourvu que mettez celui que vous voulez. Parce que de toute façon, vous êtes les mêmes. C'est la logique qui s'est inscrite. C'est une déception totale en fait. On ne croit plus à la politique. Maintenant, est-ce que le peuple va se soulever? Justement. Ça, c'est une bonne question à se poser. Il y a une part d'inconnu. Ça, il faut le reconnaître. Ce que Moussa Moïse disait, il peut surgir quelque part un meneur. Dépendant de la situation, il est possible cela. Mais, encore une fois, ça c'est encore une forme d'hypothèse que nous pouvons projeter. Mais encore une fois, la réalité aujourd'hui, elle est là. 2010, Aboubacar l'a dit, ça c'est une vérité. 2010 aujourd'hui et 2019, le tissu social, mais il a pris un coup. L'ethnie est devenue l'élément conducteur de la réflexion aujourd'hui. N'importe quel choix, c'est comme ça que ça va se faire. Je le disais dernièrement, 2020, pardon, ce que nous avons vécu en 2010, cette situation où l'on oppose un groupe à un autre, on n'a rien vu encore. Bien. Ce qui risque d'arriver... Merci beaucoup Tamba. Allez-y, mon cher. D'abord, moi je ne crois pas à cette part d'inconnu dont parle Tamba. Les grandes gueules. À laquelle beaucoup d'entre vous croient. Pour ma part, ce peuple... Voilà, c'est ton droit, Titi. Non, mais c'est votre droit. Évidemment. Mais c'est mon point de vue aussi, c'est mon droit aussi de dire que je ne crois pas à une réaction, une réaction surprenante, une réaction surprise de ce peuple. Je n'attends pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas prédire, Titi. C'est important. J'ai dit. Voilà. Parce que là, tu sous-estimes le peuple. Non, mais je sous-estime pas. Je comprends. Mais je connais ce peuple de Guinée aujourd'hui. C'est un peuple passif. C'est un peuple, passif, mais qui est d'une passivité consécutive de ses propres divisions ethniques, de ses propres divisions internes. C'est-à-dire que l'ethnie a pris une telle part, une telle place. Devant la cause nationale. Non, justement, vous lâchez le terme. Cause nationale. Pour ma part, aujourd'hui en Guinée, il n'y a pas de cause nationale. Justement, il n'y a pas de cause nationale. Il y a des causes identitaires, il y a des causes ethniques, et des causes d'ordre, des intérêts politiques. C'est-à-dire que ce qui intéresse le citoyen de la Haute-Guinée, ce n'est pas ce qui intéresse forcément le citoyen de la Moyenne-Guinée. Vous voyez aujourd'hui qu'en Haute-Guinée, les populations se prononcent clairement. Et les grandes gueules. Ce n'est plus un secret. En Haute-Guinée, on se prononce ouvertement pour un troisième mandat. Alors, on a parlé du troisième penalty et beaucoup de hauts responsables. Non, à Cancan. Beaucoup de hauts responsables ce week-end étaient à Cancan à l'occasion d'une grande réception. On a parlé de troisième penalty, de troisième mandat. On ne s'en cache plus en Haute-Guinée. Mais vous ne pouvez pas tenir ce genre de discours. Il ne passe pas ailleurs en Guinée. Mais le jour où vous comprendrez cette division de la mine, c'est le jour où on entrera de plein pied dans ce qui est en train de se construire, un projet de référendum, de modification de la Constitution, parce qu'on est parti pour cela, il y aura cela. Et le jour où ça va se poser, vous verrez que le projet de modification de Constitution sera adopté à plus de 50% de la population, par les populations guinéennes. Et imaginez d'où proviendraient ces chiffres. Ces chiffres proviendront de la Haute-Guinée, de la Guinée forestière et d'une partie de la Basse-Côte. Mais il n'y a plus de cause nationale. La Constitution, lorsque Alpha Condé voudra la modifier, les grandes gueules. Il la fera, il obtiendra cette modification dans les conditions qu'il souhaitera, sans anicroche. C'est moi qui vous le dis, vous allez voir, nous sommes devenus un peuple qui est totalement divisé, donc on n'a plus d'intérêts communs à défendre. Ce sont des intérêts partisans, des intérêts qui en fait c'est dur d'entendre ce que tu dis, mais il y a une réalité. Mais c'est clair. Et ajouter à cela le fait que cette opposition, elle est complètement ça ne viendra pas de nos politiques. C'est très compliqué. Donc le sursaut, l'éveil des consciences ne viendra pas de nos politiques. Mais ce que je veux rappeler, c'est que pendant plus de 20 ans,
nous avons eu un président. Parce que partout c'est miné. Pendant plus de 20 ans, il y a eu un président dans ce pays. Il y a eu moins de manifestations. Les grandes gueules. Par rapport au régime Condé. Les manifestations que nous avons enregistrées sous Alpha Condé, on n'en a pas enregistré, en tout cas la même fréquence, autant de Conté. Ouais. Vous comprenez? Ça, c'est la première remarque. Ce peuple est resté docile peut-être à vos yeux pendant plus de 20 ans. Mais un jour, lorsqu'on a voulu toucher à l'intouchable, vous avez vu ce qui s'est passé. Pourquoi le coudéisme n'a pas marché? Pourquoi cette modification, cette soumission au référendum n'a pas marché à l'Assemblée? Pourtant, à l'époque, la docilité était plus grande. Moi, ce que je veux quand même que l'on comprenne, c'est qu'il y a des choses dans un peuple, des parties d'un peuple qu'on ignore toujours. Je ne suis pas en train d'appeler un soulèvement, mais je dis que ceux qui nous gèrent savent que franchir le Rubicon, il faut savoir assurer ses arrières. Et je ne pense pas que ce soit le cas maintenant là. Bien. Et tous ceux qui le diront doivent comprendre une chose. Nous avons des réalités communes. Nous avons malgré les divisions dont vous parlez, nous avons des choses en commun. Nous avons la pauvreté en commun. Nous avons le manque d'électricité en commun. Nous avons les ordures que nous tuent. C'est ça qui pense comme ça. C'est des choses que nous avons en commun. Nous avons également les difficultés liées à notre système de santé en commun. Il y a énormément de choses. Les autres vous diront que tout va bien en Guinée. Et ça, c'est une minorité. En Haute-Guinée, on pense qu'on a les routes, on a les centres de santé, on a toutes les infrastructures et que le FAMA national a obtenu tellement de résultats, il faut le laisser continuer. Alors, permets. Moi, c'est rapidement pour dire, je suis d'accord avec Moussa Moïse sur un seul point. Ce ne sont pas les politiques qui vont mener cette opposition. Quand je dis opposition, c'est au projet constitutionnel en général. Ça ne viendra pas de ces politiques parce que je pense qu'ils ne sont pas suffisamment crédibles et ils ne font pas l'unanimité. Maintenant, il y a une grande différence entre 2006, 2007 et 2019. La cause commune qui a soulevé, et là encore il faut dire à des gens qui voudraient s'accaparer du leadership de tout ce qui a eu lieu ce jour, Dame Rabia Toussera et Ibrahima Fofana, certes ils étaient là, mais je vais vous dire, ce n'est pas un homme qui en motive un autre, c'est la condition qui motive un autre. Les conditions de vie de tous les Guinéens, on a vu que les conditions de vie s'étaient dégradées. Avec le pouvoir d'achat que nous avions à cette époque-là, le taux d'exaspération avait atteint une généralité, mais c'était devenu commun. Aujourd'hui, il y a des causes particulières, spécifiques. Certains vont vous dire ce n'est pas bon, d'autres vont vous dire c'est bon. Simplement parce que l'identité s'est accrochée au discours politique. Merci beaucoup. Justement, je ne peux que corroborer avec ce que Tamba vient de dire, parce que les gens ont tendance à vouloir transposer ce qui s'est passé, les événements de 2006, 2007 et le projeter dans les futurs, dire que ça peut survenir. Oui, à l'époque c'est survenu, on sait très bien les conditions dans lesquelles ces événements-là sont survenus. Le général Lansana Conté était en faiblesse physique, le pouvoir était complètement dandinant, des décrets contre décrets, on ne savait même plus entre Fodé Bangoura et Aljana Fodé ou je ne sais qui était le véritable président du palais entre Lansana Conté et ses proches. Donc il y avait tout ce tohu-bohu au palais présidentiel qui a contribué à un moment donné à la lassitude générale. Et moi je pense que les malheurs dont Moussa vient de citer et qui met en commun, ça a existé depuis toujours et ça continue d'exister. Mais est-ce que c'est ce qui va faire que nous allons nous soulever? C'est là où je viens à la logique d'Abakar pour nous dire, pour que cela arrive, il faut qu'il y ait de nouveaux référentiels, il faut qu'il y ait de nouveaux hommes, il faut qu'on ait de nouveaux Fofana, il faut qu'on ait de nouveaux Rabiatou à l'époque, pas de maintenant, mais à l'époque, en 2006-2007. Les grandes gueules. Parce que vous savez, si c'est les politiques qui doivent soulever le peuple, si c'est Célou Dalin, si c'est Sidia, si c'est les autres, ça ne marchera pas. Parce que dans l'univers politique dans lequel nous vivons aujourd'hui, il n'y a pas possibilité de réunir tout le monde et de mettre tout le monde dans une commune direction. Cette question de troisième mandat, qui ont été les premiers à les promouvoir? Ce sont les populations eux-mêmes. Le président de la République, jusqu'à présent, n'a rien dit. Certains membres du gouvernement ont tenté et ils ont été arrêtés net par le président de la République lui-même. On a laissé la tâche aux militants de la base qui sont acquis à la cause. N'oubliez pas qu'il y a quand même une majorité, il y a quand même un groupe de personnes dans cette population-là qui a acquis à la cause du président de la République, aux actions du procès Alpha Condé. Et ce sont ces gens-là qui font la promotion, qui font le jet, comprenez, le jet qui permet au président de la République de tâter le terrain et au moment venu de sortir et de le clamer haut et fort.
Donc la promotion même est venue de la base, c'est là où la difficulté est. La promotion même est venue du peuple. Donc pour que les militants, oui, mais quand je dis les militants, arrêtez de jouer sur le linguistique. Ces militants font partie du peuple. Vous n'allez pas les détacher de là. Moi je continue. Je vais vous dire, pour que l'inverse soit fait, il faut qu'il y ait de nouveaux hommes, qui inspirent la confiance générale. Et cette confiance générale-là, accrochée aux misères que nous vivons, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque du général Lansana Conté, au moment où les gens se soulevaient, il y avait un problème criard d'électricité, il y avait un problème criard d'eau. Donc il y avait un certain nombre d'éléments, il y avait, pas comme avant, il y avait un certain nombre d'éléments, il y avait un cocktail bien réuni qui favorisait cette explosion générale. Moi, je ne vois pas ça. Maintenant, je vois que lorsque le président de la République va se lancer dans cette ambition de 3e mandat avec ses hommes, je vois qu'il y aura une partie du peuple qui va se mettre en colère. Je vois que les politiques vont essayer de récupérer cet événement-là pour encore crier à la colère. Mais ce sont des mouvements qui vont continuer et qui, à un moment donné, comme on a été habitué, qui vont s'estomper. Moussa parlait tout à l'heure des manifestations, l'utilisation des manifestations. À l'époque du général Lansana Conté, il ne faut pas oublier que l'opposant principal, c'était le professeur Alpha Condé. Mais il n'a pas fait usage exagéré des manifestations comme on l'a fait maintenant. Lui d'ailleurs, il n'était jamais là. Il était toujours du côté de Paname, comme on dit. Il venait de temps en temps et il partait. Parfois, il venait en cachette et il partait. Il n'avait pas la même aisance de mener ses actions politiques comme les autres l'ont aujourd'hui. On le sait très bien, à l'époque, beaucoup de portes lui étaient fermées. Même pour venir en Guinée, à des moments donnés, c'était difficile. Il fallait qu'il se cache à des moments donnés pour rentrer et pour sortir. Donc les conditions n'étaient pas les mêmes. L'opposition maintenant est plus à l'aise. L'opposition maintenant s'assoit sur certains articles de la Constitution pour mener leurs actions politiques. Et donc, d'où l'utilisation à outrance des manifestations. Moi, encore une fois, je suis convaincu d'une chose, que lorsque l'idée du 3e mandat va être lancée, les mécontents vont sortir, des manifestations vont suivre, beaucoup de casse encore, on ne souhaite pas les morts, mais au bout, je pense que ça va s'étouffer comme on est habitué. Allez-y, ma foi. Parce que les politiques, ma foi, les gens n'en ont plus confiance. Et tant que ces nouveaux hommes-là ne sont... Et je ne vois pas encore qui c'est, parce que jusqu'à présent, personne n'a osé prendre le macadam pour sortir, dire que je suis l'homme sur lequel tout le monde sur les épaules duquel tout le monde peut s'asseoir, pour que nous puissions conduire notre pays vers une cause commune. Cette cause commune-là viendra seulement que si tout le monde est d'accord, uni, et suit une seule personne. Et cette personne-là, c'est qui ? Jusqu'à présent. Justement, et cette question de Christophe, justement, à Seloudan, à dire que le président a le droit de demander un référendum. Il a dit oui. Il a dit oui. Mais il a le droit. Allez-y. Il a le droit. Allez-y. Et je ne veux même pas me prononcer ça. Il veut. Non, c'est ce que quand je dis je ne veux pas me prononcer, c'est-à-dire sur cette réponse du chef de file de l'opposition, parce qu'aujourd'hui, ils sont dans une situation que eux-mêmes, ils sont obligés de reconnaître certaines choses. De suivre la cadence. C'est un travail de longue haleine. Qu'il leur a imposé. En fait, c'est le résultat d'un travail de longue haleine qui est en train de se dessiner. Ça a commencé depuis, mais je ne sais pas si c'est maintenant que l'opposition a commencé à voir, mais elle est très tôt partie dedans. Roby, je voudrais que Roby fasse un peu attention quand il dit le peuple. On est quand même plus de 12 millions. Je te comprends, sinon je te comprends. Ne détachez pas les autres du peuple quand même. Oui, on ne les détache pas, mais ils ne sont pas suffisants pour qu'on puisse qualifier tout ce monde de peuple. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup. Non, il y a beaucoup de trucs. Ils font quoi alors? Non, c'est dans le peuple, mais Roby, tu comprends, on ne peut pas les prendre, c'est pas l'élément qui nous permet. S'ils sont dedans, c'est qu'ils le sont. Mais s'ils sont dedans, c'est qu'ils le sont. Comme tu es dans une logique de ne pas comprendre, je vais ailleurs. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que vous vous rappelez de ce panneau qu'on a bien implanté au niveau d'un tas d'ordures où c'est écrit progrès en marche. En marche, Voilà. Et en bas, mais c'était assez dégueulasse. Mais quand même, on dit progrès en marche. Ça veut dire un peu, ça dessine un peu le regard du Guinée aujourd'hui. On a refusé de voir. On a refusé de voir. Nous savons ce qui ne marche pas. Nous savons ce qu'il y a lieu de faire, mais on refuse de voir. On accepte les choses telles que ça nous arrange. C'est pourquoi je dis à Roby de faire un peu attention, parce que souvent, ceux qu'on entend, les quelques politiques, les quelques militants, ce sont des gens qui trouvent leur raison derrière ces formations politiques.
politique, c'est soit parce qu'à la fin du mois, ils ont un peu de sous. Donc, ce sont des gens qui, ne se basant sur aucune réalité, sur aucune raison, tiennent mordicus à un éventuel troisième mandat. Mais sinon, lorsqu'on est dans une logique, lorsqu'on a l'amour propre, lorsqu'on a de l'amour pour sa nation, lorsqu'on veut une alternance, on ne peut pas s'accrocher à un homme quitte à brûler ou à faire du mal à la nation. C'est ce que je ne comprends pas. Et c'est là que je rejoins Aboubacar dans son inquiétude. C'est pas possible. Ouais, parce que lui, il le dit qu'il n'y a plus de cause nationale. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas de cause. Ouais. On n'œuvre pas pour ça. Et vous le constatez tous les jours à travers les scandales que nous dénonçons ici. Oui. Au niveau des élites, on a tout fait pour œuvrer pour soi, pas pour la nation. Vous savez, au Soudan, ce qui a provoqué. Nous sommes en Guinée. Non, je vous donne un exemple. Non, mais je vous donne un exemple. Ce qui a provoqué le soulèvement des gens, c'est le triplement du prix de pain. Ce sont des éléments comme ça. Oui, mais ce sont des éléments comme ça. Si ce sont des éléments comme ça, moi j'y crois. Moi j'ai été déçu lorsque les enseignants sont rentrés dans cette logique de confrontation avec le gouvernement et tout ce que nous connaissons. Ils ont espéré être accompagnés par tout le monde. Mais voyez-vous comment ça s'est passé? Non, Moussa, laisse-moi d'analyser. Mais tu parles de coq à l'âne. Non, je ne veux pas. Mais qu'est-ce que je veux dire? Je ne veux pas. Mais attendez. Une manifestation pour l'amélioration des conditions de vie des enseignants. Attendez, je ne veux pas du coq à l'âne. Je vous donne une certaine image. Je vous donne une certaine image du niveau de déchiquettement, comme le disait en bas, du tissu social. Je vous donne juste un exemple. Ils ont espéré, je dis encore une fois, qu'ils ont espéré, même dans leur communication, tout le monde le sait, ils ont espéré être accompagnés par tout le monde, ce qui n'a pas été le cas. Parce qu'on ne peut pas être... Si, on est d'accord qu'aujourd'hui, le tissu social est complètement émietté. On assiste à un nombre de manifestations récurrentes dans ce pays pour des causes qui, pour ma foi, si nous partions de votre logique, devaient nous rassembler. C'était la CENI, non pas les forces sociales, je parle des politiques. C'était la guerre pour la CENI, la guerre pour les élections, la guerre pour l'installation des conseils communaux, etc. Et tout ça, le carburant était une cause commune parce que tout le monde était concerné. Qu'est-ce qui en a été fait? Vous avez vu, il y a eu l'hashtag 8000 francs c'est bon. Après, il y a eu la concurrence contre 8 000 francs et 10 000 francs, c'est bon. Et ces hashtags-là venaient de qui? Ces hashtags-là venaient de quelques personnes, comme vous voulez pas que j'utilise le mot peuple, de militants qui se font une guerre de communication interposée. Justement, donc, partant de cette logique-là, à partir du moment où certains se sont lancés avec pour ambition personnelle de faire la promotion de ce troisième mandat, l'unité d'action a été tuée dans l'œuf. Pour moi, je me dis encore une fois, sauf par pas de surprise, et j'aimerais bien, mais je ne crois pas à une action d'envergure générale, un suivi de tout le monde pour une action qui va empêcher le professeur Alpha Condé de demander la modification de la Constitution au moment venu. En gros, vous avez tous noté que la fracture politique et celle combinée à celle ethnique fait que ces deux fractures font que on n'a plus un peuple unitaire en face. On a plutôt un peuple composé de militants, de militants aveuglés et qui ne sont guidés que par les intérêts politiques, par des calculs politiques, on va dire malsains, parce que chacun essaye, ne voit que l'horizon, ne regarde l'horizon qu'à l'aune de ses propres intérêts politiques. C'est-à-dire que ce qui est de mise, ce qui est d'actualité, ce qui est d'urgence pour une catégorie, une frange de la population guinéenne, ne l'est pas pour l'autre frange. Donc, moi j'irais même jusqu'à dire qu'on ne raisonne même plus de la même façon lorsqu'on est en Haute-Guinée et lorsqu'on est en Basse-Guinée ou en Moindre-Guinée. Ce n'est plus le même raisonnement. Parce que vous allez en Haute-Guinée, tellement qu'on est des affidés du pouvoir, du régime actuel, on pense que, et on y croit fermement, que tout va bien. Que le Front national a obtenu tellement de résultats qu'il y a tout lieu de lui donner un troisième, un quatrième et un cinquième penalty. C'est-à-dire que il y a même Dr Ousmane Kaba qui va plus loin, qui parle de quatrième réplique. C'est-à-dire que lui, il pense que les stratagèmes qui sont en train d'être mis en place. Quatrième république. Parce qu'on va changer de constitution. Et là, on va se retrouver donc dans la quatrième république. Il est déjà préparé en fait. Exactement. À partir du moment où on est dans la quatrième république, voyez-vous, c'est-à-dire que je comprends Ruby en fait. Ce n'est plus un troisième mandat, mais c'est un nouveau mandat
Donc, un premier nouveau mandat pour Alpha Condé, donc qui pourrait en ce moment faire 2 autres mandats. Je comprends. Parce que Ousmane Kaba, déjà. Il n'y a pas que lui, même Damaro, il a fait une sortie quand même sur Africa Guinée où il parlait un petit peu. J'ai vu, je pense que le leader en ce moment qui est, pour ma part, celui qui semble comprendre ce qui se joue, c'est un peu Dr Ousmane Kaba qui a une certaine longueur d'avance sur les autres. Est-ce que vous avez... Et là, c'est le Dalin Diallo qui est... Peut-être qu'il en sait un peu trop. Oui. Voilà. Mais tout est possible. Vous écoutez, là, c'est le Dalin Diallo. Il est totalement résigné. Oui. Il est résigné. Il veut compter sur une union sacrée de l'opposition. Mais il sait bien qu'il ne peut pas l'obtenir. Il sait bien qu'il ne peut pas l'obtenir. Il y a cette opposition qu'il dirige, l'opposition républicaine. De l'autre côté, on met en place l'opposition démocratique. On sait bien que ces gros leaders, ces éléphants de la scène politique guinéenne, quoi qu'il arrive, ils ne pourront pas faire chorus pour aller vers un objectif commun. Vous avez vu déjà comment l'opposition elle est complètement divisée, laminée. La plupart de ceux qu'on a présentés comme leaders, ils ont tous rejoint la grande mangeoire. Mais il reste pas grand chose au sein de l'opposition maintenant. Et le recrutement continue. Dites-moi, le recrutement continue. Le recrutement continue. Voilà. Le débauchage continue. Beaucoup de leaders, attendez-vous à cela, vont continuer à rejoindre tel Papakoli entre autres qui n'est pas loin, il n'est pas loin de revenir. Et un rapprochement d'ailleurs entre Domani aussi et l'UFR, ça c'est une information que je vous donne. Et d'ailleurs un enregistrement bientôt du parti de Jean-Marie Doré, de l'UPG qui se prépare à être englouti. Mais non, c'est Domani. Mais non, mais ce n'est pas encore arrivé là, c'est Maître Matos qui est normalement à la tête de ce parti. Mais c'est ce que je dis justement. Domani elle est derrière tout ça, je te dis mon cher Obi. Ce congrès-là, avec l'UFR. Non, pas avec l'UFR, je parle de l'UPG. Un congrès va être organisé. Voilà. À la suite de ce congrès-là, ils vont tout faire pour éjecter Maître Matos et mettre le deuxième. Et le deuxième homme va permettre au RPG Arc-en-Ciel de grossir son ventre avec l'arrivée de l'UPG. Et donc, voyez-vous, cette configuration, moi, me conforte dans la position du fait que l'opposition est complètement affaiblie, panique à bord. On a laissé les éléments factuels, c'est-à-dire l'installation du maire de Matoto, l'installation du maire de Kindia, le problème au niveau du leadership de la CENI, avec la déclaration de Étienne Soropogui qui nous a dit que le président de la CENI était quelqu'un qui a été parachuté. C'était quelqu'un de désigné, puisque l'élection c'était juste un fait, mais quelqu'un de désigné par le palais Sékou Touré. Mais le problème c'est que Titi parfois il est innocent. Tout ça ce sont des éléments. Je vais pas dire bête, mais bon. Tout ça ce sont des éléments. Par rapport à la CENI, comme je le parlais ici, mais non, tout était bon et tout ça. Oui, justement, tout ça ce sont des éléments. Tout ça ce sont des éléments. Vous avez comptabilisé. La différence entre nous, moi je suis pas un sorcier de la nuit. Oh Titi, ne commence pas. Si je suis sorcier de la nuit, c'est ici. Parce que tout le monde m'écoute à la radio le soir. Permettez-moi de conclure. C'est l'homme qui a cette trop. Permettez-moi de conclure, puisque Tamba a la salive à la bouche. Ce que je vous dis, vous êtes dans 3 mois, 6 mois. Mais moi, je vois au-delà de 3 mois, 6 mois. Parce que 3 mois, c'est évidemment le glissement au niveau de l'Assemblée nationale. 6 mois, c'est le temps de réfléchir. 3 mois de plus, est-ce qu'on organise des élections ou pas? Mais après 6 mois, nous allons rentrer dans la crise de la CENI. Il y aura bientôt le fait que le président de la CENI n'inspire pas la confiance de l'opposition républicaine et des autres opposants. Et donc cette crise-là va durer combien de temps? Après cette crise, nous allons venir à la crise des budgets. Donc, voyez-vous, de crise en crise, nous allons aller au-delà de 2 ans. Et ma foi, je veux dire que ce sera un véritable prolongement, du prolongement. Hein. Allez-y. Alors, moi je dis, je pense que ce n'est pas conforme à la vérité que de dire que Dr Ousmane Kaba est en avance sur les autres. Je pense que tous les autres savent ce qui est en train de se faire. Justement. C'est probablement sur. Il a dit que c'est pas un politique, Dr Ousmane Kaba. Je pense que là où il y a mais il y a beaucoup de frustrés comme ça. Je prends Mamadi Diawara Yaou au PTS. Alors, je pense. Ah, c'est la folie, hein. Non, je pense que. Mais je te le dis. Je pense que là où il y a problème. Sauf qu'ils peuvent pas grand-chose. Mais non, mais Roby, allez, vas-y, Thomas, s'il te plaît. Vas-y. Mais c'est toi qui ouvres le micro. Oui, c'est ce que je fais. Ça se complique après. Alors, ce que je veux dire. Oui. Ce que je veux dire à la fin, c'est surtout il a un tic avec son bras, quoi, prêt à ouvrir. Alors justement, ce qui a. Mais tu vois, c'est ce que je fais. Ce qui a dit. Allez-y, Titi. Ça c'est un peu. Oui.
Non, je parlais de Diawara. Mais puisque tu dis qu'il a un tic qui fait qu'il ouvre facilement mon micro, donc il le fait. Donc vous parliez de Diawara, bien entendu, qui est de la grande... normalement, en principe, en théorie. Mais il est malheureux. Oui, c'est vrai. Honnêtement, il est malheureux. C'est incroyable. C'est vrai que c'est quand même quelqu'un de très proche du président. En théorie, c'est un ami du président, mais qui s'est énormément appauvri sous Alpha Condé. C'est quand même triste. C'est quand même triste de voir tout ça. Donc ce sont des frustrés. Ces frustrés donc qui, à un moment donné, vont tenter d'aller à gauche pour faire de la contestation, mais qui peuvent être facilement récupérés, facilement, rattrapés, ramenés dans la grande famille, pourvu donc qu'il y ait quelque chose qui les réanime, qui les ressuscite. Ils ont simplement besoin de cela, de quelque chose qui les ramène un tout petit peu à la vie, parce qu'aujourd'hui c'est très très compliqué pour un certain nombre de leaders politiques. Le président Alpha Condé a joué a joué la politique, la carte de la politique du ventre et en desséchant. Vous savez quoi, Titi, je vais faire une confidence. Vous savez comment on les appelle? Non. Les politiques alimentaires. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG.